Nous y voilà, c'est parti. Bonsoir, bonjour les amis, traders et futurs traders, rentables bien évidemment. Je vous parle pas du trader de tous les jours, hein, du trader. Ce soir, vous pouvez devenir trader, par exemple. Il vous suffit d'ouvrir un compte chez un broker, de mettre 100 euros, 200 euros et de les perdre. Non, je ne vous parle pas de ce genre de trader. Je vous parle d'un trader qui sait ce qu'il fait, qui est méthodique, qui est consciencieux et qui gagne de l'argent. C'est parti, on y va. On commence tout de suite avec une petite description de la bourse, hein. Donc, à quoi sert la bourse? Et qu'est-ce que c'est déjà la bourse? Donc, c'est un lieu d'échange de titres financiers, les actions, les obligations, les produits dérivés dont sont très friands les financiers, les produits dérivés, ils en inventent quasiment tous les jours, entre guillemets. C'est un lieu réglementé. Donc, il y a la SEC, la SEC aux États-Unis, il y a l'AMF, l'autorité des marchés en France. Donc la SEC, la SEC, très célèbre pour être passé à côté de la fraude de Bernard Madoff lorsqu'ils ont été enquêtés à ses bureaux. Enfin, en attendant, ce sont des organismes régulateurs. Ils sont là pour réguler et avoir une fonction de gendarme en quelque sorte. Donc c'est très important de le savoir. La bourse a plusieurs fonctions. Fonction d'information et de sécurité. Les titres échangés sont enregistrés pour que les acheteurs et les vendeurs puissent se les échanger en toute sécurité avec une équité au niveau de l'information. Parfois, il y a des fuites, il y a des gens qui font des délits d'initiés. Un délit d'initié, en fait, c'est que vous avez une information avant tout le monde. Par exemple, un PDG d'un grand groupe va démissionner. euh, il le dit à une toute petite partie de personnes. Ces gens, sachant que la démission de celui-ci va faire chuter le titre de la société, ils se mettent à vendre. C'est un délit d'initié. Mais il est très difficile de le prouver parce qu'ils vendent les actions discrètement, etc. Mais bon, voilà. Les autorités de marché s'améliorent et ça vise à disparaître. Fonction de financement de l'économie. Autre fonction de la bourse, une société qui cherche des capitaux pour une raison quelle qu'elle soit, acheter de nouvelles infrastructures, s'agrandir, enfin bref, va ouvrir son capital aux investisseurs lors d'une IPO, introduction en bourse, en créant des actions. Le capital qui était privé jusqu'alors devient public, car tout le monde peut investir dans cette société désormais en achetant des actions. Prenons l'exemple de la société Alibaba qui a ouvert son capital sur le New York Stock Exchange en 2014 et qui a levé plus de 20 milliards de dollars. Donc, très belle opération pour Alibaba. La particularité donc de la bourse, c'est que les titres ou actifs échangés sont dématérialisés. En fait, lorsque vous achetez une action, on ne vous donne pas une petite part de la société. On vous donne pas, par exemple, si vous achetez Apple, on vous donne pas quelques téléphones ou un bout de téléphone. Donc vous avez des actions, vous recevez vos dividendes, et c'est très bien comme ça. Si vous achetez également un baril de pétrole, on vous enverra jamais un baril, vous recevrez jamais votre pétrole euh, devant chez vous. Donc les produits dérivés ont été inventés au départ essentiellement pour les matières premières. En fait, les investisseurs voulaient se couvrir d'un prix qui pouvait doubler en 6 mois, par exemple. Donc ils ont inventé les produits dérivés. Donc le marché des futurs où on peut prendre une position en disant que le cours de marché, si aujourd'hui il est à 50 dollars et que dans 6 mois il est à 100 dollars, eh bien je le paierai quand même 50 dollars. Enfin, la bourse permet aussi la notoriété. Le prestige d'être coté en bourse peut permettre aussi l'évolution de la société en termes de marketing. C'est ce qui s'est passé avec Alibaba. Alibaba, très connu en Asie, numéro un en Asie, mais inconnu aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti faire son IPO, pardon, faire son IPO à New York.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que Alibaba s'est ouvert à un nouveau marché qui était les États-Unis, où quasiment personne ne le connaissait là-bas. Représentation des cours boursiers. Rentrons dans le vif du sujet. Comment est représenté un cours de bourse? Donc voici ci-dessous différentes représentations de prix. Vous avez à gauche une représentation en bougie japonaise sur le CAC 40 et à droite le même graphique, le CAC 40 représenté en ligne. Donc il existe plusieurs types de représentations de prix. Eikenashi, les points et figures, les barres, etc. Mais bon, ils sont très peu utilisés. Les plus utilisés sont les bougies japonaises et le graphique en ligne. Mais les bougies japonaises donnent beaucoup plus d'informations sur, sur les psychologies, sur la psychologie de marché des gens, des investisseurs. Voici comment on lit une bougie japonaise. Donc, vous avez, si vous regardez les petites bougies vertes et rouges, vous avez un cours de clôture, un cours d'ouverture, et après vous avez des petites tiges qui, de part et d'autre de la bougie, qui sont des tiges ou des mèches, qui représentent un plus haut et un plus bas. Le graphique en ligne, par contre, lui, il donne simplement le cours de clôture qui est relié par une ligne, d'où son nom bien sûr, mais ce n'est pas tout. Les bougies Jap, je viens de vous le dire, pour ceux qui savent les lire, offrent l'état d'esprit des intervenants de marché selon la configuration qui apparaît au trader. Passons à l'exemple pour illustrer ce que je viens de dire. L'étoile filante. L'étoile filante se compose d'une tige supérieure plus ou moins longue et d'un petit corps. Plus la tige est longue, plus le retournement sera significatif. Tout de suite, on voit en dessous l'exemple sur le CAC 40, le 24 septembre 2018. Une étoile filante a pris forme dans le cercle bleu que vous pouvez voir. Donc il existe plusieurs configurations et en fonction du contexte, elles sont plus ou moins pertinentes. Le graphique, c'était un graphique du CAC 40 en daily. Le daily, ça veut dire que chaque bougie représente un jour de cotation. Les mouvements de marché. La théorie de Dow. Les mouvements de marché ont été théorisés par Charles Dow, qui était un journaliste économique et un analyste également financier. Il s'est amusé à observer les cours et à les étudier très scrupuleusement. Il en a déduit certains principes. Donc que les cours évoluaient par vagues successives, qu'il y avait des phases, différentes phases, en l'occurrence trois. Une phase d'accumulation, une phase de participation publique et professionnelle, et une phase de distribution. À l'issue de cette phase de distribution, le marché se retourne. Dans l'exemple juste en dessous du schéma, vous pouvez voir le cours du Bitcoin contre dollar de décembre 2016 à février 2019. C'est sensiblement la copie conforme du schéma de la théorie de Dow. Cela dit, on peut voir que sur le Bitcoin, il est monté très fort et est redescendu rapidement derrière, alors que sur le schéma, on voit que la phase de distribution au sommet évolue en latéral. Il faut savoir que dans la réalité, la phase de distribution peut se faire alors que la montée continue. Très intéressant de savoir cela. Un autre exemple sur le CAC 40, la théorie de Dow est fortement conditionnée par l'aspect psychologique. Donc, le rectangle de la phase d'accumulation en bas qui est cassé par le haut entraîne des achats. A l'inverse, les ventes par la cassure par le bas de la phase de distribution. Sur le cours du CAC 40 dans cet exemple, qui part de juin 2016 à février 2019, on peut voir que le cours a bien respecté la théorie de Dow, où on voit bien une phase d'accumulation en bas à gauche, une montée où il y a une participation du grand public et des professionnels, tout le monde voit cette montée, tout le monde entre, et on voit bien la phase de distribution en haut avant la chute. Passons au chartisme.
C'est bien évidemment la théorie de Do qui a donné naissance au chartisme. Le chartisme, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de tracer des figures, des traits directement sur le graphique. Ces traits magiques, comme les appellent les détracteurs de l'analyse technique. Ces figures sont récurrentes sur les marchés, elles sont nombreuses et donnent des indications sur la direction du marché. En tout cas, elles probabilisent cette direction. Alors, pourquoi certaines figures donneraient donc un sens ou une direction au marché? C'est que il y a beaucoup de configurations qui se répètent sur les marchés et elles donnent souvent le même résultat. Alors, euh, une fois que vous savez qu'une figure 9 fois sur 10 donne le même résultat, donc pourquoi ne pas la suivre? On voit l'exemple de l'ETE ici, l'épaule tête-épaule, qui est très célèbre. Nous sommes dans la montée, donc dans le petit schéma de gauche, admettons que nous sommes dans la phase de participation du grand public dans la théorie de dos, participation du grand public et des professionnels, et nous arrivons au sommet. Au sommet, une première épaule se forme, la tête, et une autre épaule. Donc nous sommes dans une phase de distribution. La ligne rouge est la ligne de coup, elle est franchie, elle est cassée par le bas, un petit pullback, ça arrive parfois, et on a un objectif de cours. L'objectif est la distance entre la tête et la ligne de coup, qui est reportée à la ligne de coup en dessous. Vous voyez le cours juste à côté du DAX, donc c'est l'indice allemand, de juillet 2016 à février 2019. On peut voir qu'il est la copie conforme du petit schéma. Nous étions en montée, nous arrivons, première épaule qui se forme, la tête, une deuxième épaule, nous avons une ligne de coup, nous traçons une ligne, nous traçons une mesure de la tête à la ligne de coup, qu'on a bien évidemment reporté en dessous de cette ligne, et on voit que l'indice est parti chercher parfaitement cet objectif. Le chartisme a pris une place très importante ces dernières années dans l'analyse technique. Il existe beaucoup d'autres figures comme celle-ci, dont je viens de vous en parler. Ici on voit à gauche le canal ascendant, puis à droite une droite de tendance haussière ou encore un fanion. Il existe les triangles, les drapeaux, les canals baissiers. Dans une montée, un canal baissier est haussier, et ainsi de suite. Un autre aspect du chartisme qui revêt une importance capitale sont les supports et résistances. Donc sur le petit schéma, on voit que les montées sont bloquées par une résistance et les descentes sont stoppées par un support. Étant donné que nous savons maintenant que les cours évoluent par vagues successives, on comprend mieux l'utilité de ces supports et résistances. Illustrons tout de suite ce schéma. Si contre vous avez le graphique au-dessus, donc Bitcoin contre dollar, la différence avec le schéma qu'on vient de voir, c'est que les droites de résistance deviennent elles-mêmes, une fois franchies par le haut, donc vous pouvez le voir, je l'ai écrit en rouge résistance, et après support, une fois qu'elle a été franchie, deviennent donc des droites de support. Autre exemple, cette fois-ci en dessous, nous avons été voir du côté du Forex, la livre sterling contre le dollar. Nous voyons bien que la droite qui servait de support, elle a été tapée 2 fois, et même peut-être plus parce qu'on ne voit pas le début de la figure. Nous voyons bien que la droite qui servait de support est devenue, une fois celle-ci cassée par le bas, une résistance. Il y a un petit pullback, on voit la cassure, le petit pullback qui s'est créé et la chute. Appliquons ce que nous venons de voir sur les marchés. Voilà, je fais un petit récapitulatif. Notez que avec ce qu'on vient de voir, vous pouvez déjà l'appliquer sur des graphiques afin de vous entraîner dans une première approche. Je vous déconseille vivement pour le moment d'investir votre argent réel. Attention, c'est très important. N'investissez pas votre argent réel pour l'instant. Vous êtes en apprentissage. L'analyse technique, comme son nom l'indique, est très technique. Bien que cette représentation soit sérieuse, il manque beaucoup d'aspects afin de mettre toutes les probabilités de votre côté. Nous avons survolé la théorie de dos, les supports résistance, les droites de tendance, le chartisme. Appliquons sur les marchés, donc ce que nous venons de voir.
Voilà, alors que se passe-t-il? Vous prenez un graphique. Moi, je suis fidèle à moi-même, j'ai gardé le graphique du Bitcoin contre dollar. Repérez si des vagues de hausse se suivent. Si c'est le cas, tracez une ligne de tendance reliant les points bas. C'est ce que j'ai fait sur la ligne 1. On voit que les deux premiers points et le troisième point un peu plus haut. À partir d'un point bas, le deuxième par exemple, si la hausse s'accélère comme ici c'est le cas, tracez une autre ligne de tendance. Dès lors que vous pouvez le faire, c'est-à-dire au moins deux points bas. Et ainsi de suite. La tendance s'accentue de plus belle, tracez une ligne de tendance reliant encore une fois les points bas comme vous avez pu voir sur les lignes de tendance 3. Donc j'ai zoomé sur un des premiers points bas. Sur ce zoom graphique à droite, nous pouvons voir qu'un marteau s'est formé au contact de la droite de tendance. Le marteau, c'est une configuration en bougie japonaise qui se forme essentiellement sur les creux de marché comme ici. Dans l'exemple que nous venons de voir, le cours du Bitcoin vient se poser sur sa ligne de tendance. Si on ajoute à cela pour davantage probabiliser notre réussite, et que si nous prenons du recul en termes d'unité de temps, que nous montons sur une unité de temps weekly, c'est-à-dire qu'une bougie représente une semaine de cotation et non plus un jour, nous constatons que le cours est venu se poser sur une résistance qui date de 2013. Vous voyez, cette résistance est cassée et devient un support en 2017. De plus, j'ai tracé une ligne de tendance. Notre point bas est le quatrième point de contact d'une ligne de tendance qui date d'à peu près le creux, donc qui date d'à peu près 1 an et demi, 2 ans. Donc une ligne de tendance très fiable. Si on continue dans notre recherche de probabilité, nous voyons qu'en venant s'écraser sur ce nouveau support de 4 ans, le cours en weekly cette fois-ci dessine une autre figure en bougie japonaise. C'est très intéressant parce que sur le graphique en daily, les cours viennent également se poser sur une ligne de tendance et forment également une configuration en bougie japonaise qu'on a vu qui était le marteau. Et aussi sur le weekly, vous avez un point de contact sur une ligne de tendance, un point bas, et ce point bas forme également une configuration très haussière, donc probabilité de plus à l'achat. Passons maintenant au timing et la prise de position avec les moyennes mobiles. Le timing est une des composantes essentielles pour la réussite en trading, avec d'autres bien sûr. Pour ce faire, nous utiliserons des moyennes mobiles. Définissons dans un premier temps ce qu'est une moyenne mobile. Il existe plusieurs types de moyennes. Donc là, la moyenne arithmétique, la exponentielle avec pondération ou non. Celle qui nous intéresse et la plus utilisée est la moyenne arithmétique, ou la moyenne dite simple aussi. Elle est essentiellement un outil de suivi de tendance. Elle se calcule de la façon suivante. Si nous souhaitons calculer une moyenne de 20 jours, nous additionnons le cours de clôture de 20 périodes les plus récentes que nous divisons par 20. C'est très simple. Si graphique en weekly, ce sont les 20 semaines les plus récentes qui sont additionnées. Si un graphique en 1 heure, ce sont les 20 heures les plus récentes, etc. Le terme mobile ici est employé car à chaque nouvelle période de cotation, la moyenne prend en compte cette nouvelle période. Ainsi, la moyenne se meut avec le temps. Donc, une moyenne mobile X période aura toujours pour base de calcul les X dernières périodes. Passons à l'exemple. Reprenons notre graphique, encore une fois, du Bitcoin. Mais bon, le Bitcoin, c'est très à la mode, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. À chaque fois que le cours franchit à la hausse sa moyenne mobile 20 périodes, un signal d'achat est donné. Dès que le cours franchit à la baisse sa moyenne mobile, un signal de sortie est donné. Comme on peut le voir, la moyenne mobile en bleu, vous voyez que tout en bas, au premier signal d'achat, les cours passent au-dessus de la moyenne mobile et ils ne repassent pas en dessous avant le premier signal de sortie. Et ainsi de suite. On a une petite baisse, les cours repassent au-dessus de la moyenne mobile 20 et ressortent un peu plus haut. Sortie, achat, sortie, etc. Les moyennes mobiles vont souvent par 2 ou par 3 en fonction du marché sur lequel vous
opérez. Si c'est un marché de futur, si c'est le marché des matières premières, parfois il est nécessaire et plus pratique parce que beaucoup utilisent 3 moyennes, parfois sur d'autres actifs, 2 moyennes, par exemple les actions, etc. Une moyenne mobile 20 jours, 20 périodes, est souvent couplée à une autre moyenne mobile 50 périodes, donc 20 et 50. Une confirmation supplémentaire, toujours dans la recherche d'une plus grande probabilité de succès, est donnée lorsque la moyenne 20 franchit à la hausse la moyenne 50. Regardons plutôt l'exemple. Comme dans l'exemple précédent, on voit que le cours franchit la moyenne 20 à la hausse, et ensuite elle franchit également sa moyenne 50, la moyenne 50 des cours. Donc confirmation supplémentaire à l'achat. Et ainsi de suite. Redescente, signal, on repasse, le cours repasse au-dessus de la moyenne 20 et coupe aussi la moyenne 50, deuxième confirmation d'achat et ainsi de suite. Troisième confirmation. C'est une probabilité supplémentaire pour vous de succès que d'attendre cette confirmation à l'achat. On récapitule si vous le voulez bien. Alors, une position peut être prise dans le cadre d'un marché haussier si nous sommes en présence d'une tendance haussière, donc point haut et point bas de plus en plus haut, d'un point bas sur une ligne de tendance, au moins 2 points bas pour pouvoir tracer cette ligne. Dans notre exemple, on avait un point bas sur une ligne de tendance en daily et un autre en weekly. Donc, forte probabilité d'un point bas sur un support, d'une configuration haussière en bougie japonaise, d'une figure chartiste sur ce point bas. Si vous arrivez à repérer une figure chartiste, c'est encore mieux. Un ETE inversé, par exemple, ou un double bottom, sortie de canal baissier par le haut, etc. Une fois ces éléments repérés et validés, l'achat se fait lorsque le cours franchit à la hausse sa moyenne mobile 20 et pour une confirmation supplémentaire, comme nous venons de le voir, on attend que la MM50 soit franchie à la hausse par la MM20. Clôture de la position lorsque le cours repasse en dessous de sa MM20. Conclusion. Je vous incite grandement à la prudence. Soyez consciencieux, soyez rigoureux, passez d'abord par l'apprentissage, beaucoup d'apprentissage avant d'aller vous aventurer sur les marchés. Le trading est complexe pour le débutant et le devient de moins en moins au fur et à mesure d'apprentissage et d'expérience. Dans cette petite formation, néanmoins sérieuse, nous avons vu quelques aspects de l'analyse technique. Mais la route est encore bien longue. Comme indiqué plus haut, nous avons fait que survoler quelques techniques dont il faut maîtriser les moindres aspects. Pour devenir un trader professionnel qui gagne, et pas un trader lambda qui croit qu'il va devenir le nouveau Warren Buffett parce que il a appris 3 configurations en bougie japonaise. Pour devenir un trader rentable et qui gagne, il faut donc sans cesse apprendre non seulement la technique, mais apprendre également par l'expérience. Nous avons succinctement parlé de la théorie de dos, du chartisme, des bougies Jap, des supports et résistances, des lignes de tendance. Bien que cette représentation soit de qualité, sans prétention, elle reste une présentation rapide de l'analyse technique. Et pour augmenter vos probabilités de succès, il ne faut sûrement pas s'arrêter là. Ainsi, l'approfondissement et la maîtrise des techniques suscitées est capital, vraiment. Mais il manque d'autres techniques pour que votre formation devienne complète. Je vous conseillerais donc d'utiliser cette technique d'abord en démo. Surtout, encore une fois, n'allez pas miser votre argent alors que vous êtes peut-être au début ou d'un apprentissage. Surtout pas avec de l'argent réel. Voilà, faites-vous la main sur du trading en démo pendant quelques temps, voyez comment vous réagissez, parce qu'il y a une forte dimension psychologique en démo qui n'est pas la même en fait qu'en réel. Perdre ou gagner 10 000, 20 000 euros en démo n'a aucun rapport, vraiment aucun rapport avec le fait de les perdre ou de les gagner en réel. À mes débuts, bon, ça remonte à assez longtemps, mais à mes débuts, j'ai perdu de l'argent, comme tout le monde, comme tous les traders, et vous passez par des états d'euphorie à limite, quand vous perdez, limite de la déprime, limite, limite je suis inutile. Alors que quelques temps avant, lors d'une phase de gain, quelques gains qui se suivent,
vous vous sentez surpuissant. Vraiment, vous avez un sentiment de puissance, de gagner de l'argent d'une telle manière. Donc la psychologie, aspect très important en trading, dont je n'ai pu parler encore une fois ici, faute de temps et surtout par souci de pédagogie. Il est clair que si j'entreprends de vous former au trading professionnel, vous imaginez bien que cette petite formation ne suffit pas et que beaucoup plus de temps et d'investissement personnel de votre part est requis. Dans une formation complète et pro, nous verrions la théorie de dos, bien plus en profondeur, la détection de suivi de tendance, chartisme, support résistance, moyenne mobile, tout ça bien plus en profondeur, les bougies japonaises, les indicateurs techniques de vélocité comme le MACD, le RSI qui sont d'une efficacité sans pareille, les oscillateurs, les volumes, la mémoire du marché passé, mais aussi la mémoire du marché futur. Alors comment peut-on avoir une mémoire du futur? Eh bien, ça existe, le marché se projette. Donc la psychologie, une fois de plus, la finance comportementale, Fibonacci, les retracements, les pourcentages, l'algorithmique, euh, les robots et l'intelligence artificielle, quels vont être dans le futur euh, l'avenir des traders? Eh bien, je peux vous le dire d'ores et déjà parce qu'on m'a posé la question. Et un algorithme, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un programme informatique, hein. C'est une succession de fonctions informatiques dont on dit, voilà, si par exemple il y a tant de volume, tant de positions prises, euh, tant d'achats à ce moment-là, achète. Si il n'y a pas assez de moins de ceci ou moins de cela, vend. Mais qui programme, encore une fois, ces algorithmes? Qui fait la programmation? C'est l'être humain. Alors, l'avantage qu'ils ont, c'est que aujourd'hui les serveurs sont surpuissants. Ils vont super vite, une fraction de seconde, ils passent des ordres. Euh, ils passent des dizaines de centaines d'ordres en quelques secondes. Mais bon, et après, j'ai envie de vous dire, et après? Et après, eh bien, ils ne sont pas à l'abri, puisque c'est une décision humaine à la base. Enfin bon, j'aurai l'occasion d'en reparler plus amplement. Gestion de risque, money management, super important également. Cyclicité des marchés, les marchés aussi évoluent par cycle. Et vous seriez très étonné de vous rendre compte qu'il y a des cycles économiques et non économiques qui coïncident, mais ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais ils coïncident. Alors peut-être ont-ils des choses à voir finalement. La théorie des vagues d'Elliott qui découle également de la théorie de Dodo, etc. Mais on verra aussi les tactiques et les stratégies de trading, le swing, le day, le scalping. Chacun de ces aspects nécessite plusieurs heures de formation et plusieurs jours de pratique pour les maîtriser. Alors ne faites pas cette erreur d'aller trader en réel et de perdre votre argent. Ainsi, je ne saurais vous inciter donc à autre chose qu'à la prudence. Prudence, les amis. Je terminerai par cette citation de Jesse Livermore qui fut le meilleur trader du début du XXe siècle. La spéculation est le jeu indéniablement le plus fascinant du monde. Mais ce n'est pas un jeu pour le stupide, le paresseux mental, la personne à l'équilibre émotionnel inférieur ou l'aventurier qui veut devenir riche rapidement. Ils mourront pauvres. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous souhaite tous mes voeux de réussite. Soyez consciencieux et résilient dans votre apprentissage et tout arrive à point nommé.